Bon, nous allons commencer ce cours qui est un cours sur les treillis résidués et les multitreillis résidués. Moi, c'est professeur Célestin Nélé, venant de l'université de Tchang, au Cameroun. Je ne dirai pas beaucoup de choses, juste un merci au SIMPA pour cette invitation. Merci aussi également au laboratoire Jean Dieudonné, le département de maths de cette université de Nice, car aujourd'hui nous allons parler de la résiduation. Et cette résiduation, c'est dans la bibliothèque de l'université de Nice en 2005 que j'ai pu découvrir, commencer aussi à faire l'étude des résiduations. Je dirais, et je ne cesserai pas de dire merci infiniment à professeur Frédéric Patras pour l'invitation dans cette université il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années. Mon séjour ici à l'université de Nice il y a plus d'une vingtaine d'années a fait du bien à moi-même, impacté ma propre vie, impacté la vie de mes enseignants, impacté la vie de mes collègues, impacté la vie de mes étudiants. Ça a impacté la vie de plusieurs personnes. Merci infiniment au laboratoire Jean Dieudonné. Aujourd'hui donc, pour aller directement tout droit au but, nous avons un cours sur les treillis résidués et multitreillis résidués qui doit comporter 7 chapitres. Au premier chapitre, nous allons rappeler les notions essentielles sur les treillis. Ensuite, au chapitre 2, nous avons regardé les notions aussi capitales sur les treillis résidués. Et le chapitre 3, c'est notre apport personnel, où on a créé de nouvelles classes de treillis résidués. Et au chapitre 4, ce sera un peu la généralisation du chapitre 1, où on parle des multitreillis. Chapitre 5, l'enrichissement du chapitre 2, où au lieu de travailler avec un treillis, on va travailler avec un multitreillis. Et au chapitre 6, les nouvelles classes aussi des treillis résidués, qui nous aussi on a découvert. Et enfin, au chapitre 7, quelques applications. Pour les applications, on va insister plus généralement sur l'analyse formelle des concepts, où nous avons fait des travaux dans cette direction. Toutefois, il y a beaucoup d'autres applications en logique, en théorie de codage, où nous allons juste mentionner. Bon, s'il n'y a pas de questions et autres, nous allons directement au chapitre 1, qui est la notion des treillis. Pour attaquer dans la notion des treillis, nous avons besoin de cette notion de relation d'ordre. On prend un ensemble ordonné L, muni d'une relation comme ceci. On dira que c'est une relation d'ordre si elle est réflexive, c'est-à-dire pour tout x, y appartenant à L, x en relation avec y, x. Deuxièmement, pour tout x, y appartenant à L, x en relation avec y et y en relation avec x, le tout entraîne donc x égale à y. Et 3, pour tout x, y, z appartenant à L, x en relation avec y et y en relation avec z, ceci entraîne que x en relation avec z. Ça c'est réflexivité, ça c'est la symétrie, ça c'est la transitivité. Donc, une relation d'ordre, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et un ensemble, elle est comme ça, muni d'une relation d'ordre, sera appelé ensemble ordonné ou ensemble partiellement ordonné, ou bien en anglais possède. Quand on a un ensemble partiellement ordonné, on a deux choses. Si les éléments sont... Quand vous prenez deux paires d'éléments, si x est en relation avec y, ou bien y est toujours en relation avec x, quand on est dans une situation, on dit que l'ordre est linéaire, ou bien l'ordre c'est une chaîne, ou bien l'ensemble est totalement ordonné. Prenons donc les notes.
On a là la définition d'une relation d'ordre, comme je l'ai dit. C'est une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Nous pouvons noter. Et ensuite, quand on a un ensemble muni d'une relation d'ordre, on dit qu'on a un ensemble partiellement ordonné, ou bien en anglais, possède. Là, on a la situation où la relation d'ordre est totale, c'est-à-dire les éléments sont 2 à 2 comparables. On parle d'ordre linéaire, ordre total ou bien d'une chaîne. On a aussi la notion d'ordre strict. C'est là où 2 éléments sont en relation, mais sans être, les 2 éléments sans être égaux. On a aussi la notion des bornes supérieures, bornes inférieures, majorant, minorant. Ça, c'est facile à retenir. M major, un sous-ensemble X, c'est seulement si pour tout X appartenant à M, pour tout X appartenant à grand X, X inférieur à M. De même, de façon duale, on peut définir la notion des minorants. Donc, quand on a l'ensemble des majorants, on peut voir le plus petit des majorants et on va l'appeler borne supérieure. De même façon duale, on peut trouver le plus petit le plus grand des minorants qu'on va appeler le plus petit des majorants est appelé borne supérieure. Le plus grand des minorants est appelé borne inférieure. On le note en anglais. En anglais, c'est upper bound. Et en upper bound et aussi la notion duale, c'est lower bound. Nous avons les définitions là. On va parler de la notion de diagramme de Hasse. La notion de diagramme de Hasse, c'est juste une figure qui nous donne les relations entre les éléments quand on a une relation d'ordre. Il faut noter que pour une même relation d'ordre, on peut dessiner plusieurs diagrammes de Hasse. C'est la forme qui diffère, mais les informations que nous obtenons ne diffèrent pas. Voilà par exemple un exemple de diagramme de Hasse. Nous on a là C, A, D, B. Qu'est-ce qu'on a? Tout ceci se lit comment? On dit que A inférieur à C, A inférieur à D. C'est tout. On peut voir que B est inférieur à D, B aussi inférieur à C. C'est tout. Sauf ici, on voit bien que C et D ne sont pas comparables, A et B aussi ne sont pas comparables. Donc, quand il y a un trait qui va d'un point à l'autre, ça veut dire que le point au-dessus est plus grand que le point en bas. C'est tout ce qu'on entend par diagramme de Hasse. Nous avons l'exercice 1 ici, où on appelle la relation de divisibilité, et c'est facile. On sait que A divisé BC est seulement si il existe C tel que A égale à BC. Nous pouvons nous amuser à dessiner ce diagramme de Hasse, et c'est un exercice facile à faire. Nous passons là-dessus. On a la notion de downset et la notion de upset. Downset, c'est-à-dire quand vous fixez un élément, vous prenez tous les éléments qui sont après inférieurement. Upset, quand vous fixez un élément, vous prenez les éléments qui sont après supérieurement. Et maintenant, on est au cœur du chapitre, la notion d'un treillis. Définition simple d'un treillis. Un treillis, on prend L, un ensemble ordonné. L est un treillis. Si et seulement si, pour tout X, Y appartenant à L,
existe. On comprend ça comment? Quand vous prenez deux éléments, le inv existe. Quand vous prenez deux éléments, le sup existe. Deux éléments quelconques. Quand le inv existe, on a un demi-treillis. Inv demi-treillis. Quand le sup existe, on a un sup demi-treillis. Et quand on aura un treillis, si on a un inv demi-treillis et le sup demi-treillis. Facile à retenir. Ça, c'est la définition utilisant seulement l'ordre. On verra par la suite qu'on a aussi d'autres définitions équivalentes. Donc, on prend note. Un treillis résidué, c'est un ensemble ordonné où pour tout élément, on a un sup et un inv. La définition 5 place aussi un treillis au cœur des structures algébriques, au même titre que les anneaux, au même titre que les groupes, au même titre que les modules. C'est-à-dire, on va définir un treillis comme un ensemble muni d'une relation binaire, le sup, le inf. On va prendre un treillis borné, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, vérifiant les propriétés, certaines actions. Ici, on a la commutativité, facile à voir, la commutativité du sup, la commutativité du inf, l'idempotence du sup, l'idempotence des inf, l'associativité, dont le inf est associatif, le sup aussi est associatif, et la loi d'absorption. Lorsqu'on a donc un ensemble muni de deux opérations binaires, vérifiant les actions L1, L2, L3 et L4, on dit aussi qu'on a un treillis. Et il est facile de voir que si vous définissez la notion de treillis avec le fait que toute paire a un sup et un inf, ou vous prenez une structure telle que munie de deux lois de binaire sup et inf, telles que les axiomes sont vérifiés, on a une autre définition et c'est facile à voir que les deux définitions sont équivalentes. C'est ça. Nous avons là les diagrammes de As des ensembles ordonnés. 1. On peut voir que l'ensemble ordonné là a un plus petit élément et un plus grand élément. Et la figure 3 du diagramme, c'est le cas où tous les éléments sont 2 à 2 comparables. On parle dans ce cas d'une relation d'ordre linéaire, on parle d'une chaîne, on parle d'une relation d'ordre total. Après avoir donc défini la notion de treillis, on commence par des exemples. P de X. Donc, ici, vous prenez un ensemble quelconque X, vous prenez l'ensemble de ses parties, muni de l'inclusion est un treillis. On peut s'amuser à faire le diagramme de As. Prenons un cas simple où l'ensemble X n'a que deux éléments. L'ensemble des parties va nous donner quoi? L'ensemble vide, les singletons et la paire AB. Pour donner le diagramme de As, l'ensemble vide est dans tout le monde. A, ici B. L'ensemble vide est dans B. A est dans AB. B aussi est dans AB. Voilà le diagramme de As. Voilà le diagramme de As de P de X muni de la relation d'inclusion. Quand on prend l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1, on définit la relation entre deux fonctions f est plus petit que g, c'est seulement si f de x est plus petit que f de g de x. On dit ici que l'ordre est défini point par point et il est facile de voir qu'on a également un treillis. De même, si on prend l'ensemble
des sous-groupes. Donc on prend G un groupe, on prend N de G, l'ensemble de ces sous-groupes normaux. Il est facile de voir qu'on a aussi un treillis où le sup, c'est l'intersection de deux groupes, et le inf, c'est l'intersection de deux groupes, parce qu'on sait que l'intersection de deux sous-groupes normaux est encore un sous-groupe normal. Ça, c'est un sous-groupe normal. C'est facile à voir. Et on sait que quand on prend deux sous-groupes, la réunion de deux sous-groupes n'est pas un sous-groupe. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend plutôt le sous-groupe engendré par la réunion. C'est facile de voir qu'avec cette manière de définir le sup et le inf, on obtient également un treillis. L'exemple 6, c'est un exemple qu'on va utiliser tout au long de ce travail. Je préfère insister un peu là-dessus. C'est l'ensemble des treillis d'un anneau. Quand vous prenez donc un anneau, on prend un anneau R, on sait que l'idéal de A, l'ensemble des idiots de A forment un treillis. Comment le voir? Quand vous prenez I1, I2, les idiots d'un anneau, comment allons-nous faire le sup? Ça, c'est clair que I1 inter I2, c'est aussi un idéal qu'on va appeler ça. Pour I1 sub I2, on sait que I1 union I2 n'est pas un idéal, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend l'idéal engendré par I1 et I2. Avec cette manière de voir, qu'on peut appeler aussi l'idéal I1 plus I2, on constate que l'ensemble des idiots d'un anneau forment aussi un treillis. L'exemple 6, c'est la collection des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. L'ensemble des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel, l'ensemble des sous-espaces d'un espace vectoriel est encore un idéal. Ici, l'intersection définit ce qu'on entend par le inf, c'est-à-dire l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. On a démontré que c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et pour la réunion, on prend toujours le sous-espace vectoriel. Pour le sup, on prend le sous-espace vectoriel engendré par la réunion. On a ici la notion de treillis borné. Un treillis est borné si, définition, on prend un treillis borné si et seulement si on a un 0 et un 1 tel que x ou 0 donne x et 0, x et 0 donne 0, x ou 1 donne 1, x et 1 donne x. Voilà, si on a un treillis qui vérifie les quatre équations, on veut dire que x est borné. En réalité, quand on a ceci, ça veut dire que le treillis est borné inférieurement par 0. Et quand on a ceci, le treillis est borné supérieurement par 1. Donc un treillis borné sera borné inférieurement et borné aussi supérieurement. Quand on a la notion de treillis borné, on a aussi la notion de treillis complémenté, c'est-à-dire quand on est borné, on va trouver que pour tout x appartenant à L, il existe y appartenant à L, tel que x ou y donne 1, x et y donne 0. Dans ce cas, on dit que y est égal à x', qu'on appelle le complément de x. Donc un treillis complémenté, c'est un treillis où chaque élément a un complément. Il y a aussi la notion de treillis complet, ainsi que là on a un treillis complet lorsque quand vous prenez n'importe quel sous-ensemble, le sup de ces sous-ensembles, le inf existe. Voilà,
Donc, des treillis particuliers, c'est treillis bornés. Nous avons la définition. Treillis complémentés, nous avons la définition. Et on a la notion de treillis complet. Trois notions très importantes à retenir pour la suite. Lorsqu'on a un treillis, il y a cette notion qui revient le plus souvent et de manière générale, une structure algébrique, que ce soit un groupe, que ce soit les anneaux, que ce soit les modules, il y a la notion de sous-structure. Sous-structure. Donc ici, on va parler des sous-treillis, en anglais, qu'on va dire sublettice. En réalité, quand on va prendre un ensemble S d'un treillis L, S inclus dans L, et S inclus dans L, S est S sous-treillis, en anglais sublettice, si et seulement si, pour tout X, Y appartenant à S, on dit simplement que S est fermé sur le sup et le inf. Donc, quand on a un ensemble, sous-ensemble d'un treillis qui vérifie cette condition, on parlera des treillis sous-treillis. Après, on a les propriétés que peut avoir un treillis. On a ici la distributivité. On a aussi la modularité. Il est facile à voir que l'équation D1, l'équation D2 sont équivalentes. La démonstration est facile. Et lorsqu'un treillis va vérifier l'équation D1 et l'équation D2, on dira que le treillis est distributif. De la même façon, on a l'équation petit i et petit 2i qui définit aussi la modularité. Lorsqu'un treillis va vérifier soit l'équation petit i, soit l'équation de petit i, parce que les deux équations sont équivalentes, on dira que notre treillis est modulaire. Et comme petit exercice, on peut s'amuser à montrer que D1 et D2 sont équivalentes. Et lorsqu'on a une de ces propriétés, on a bien la notion de distributivité. De même, on peut montrer que lorsqu'on a la distributivité, on a la modularité. C'est-à-dire que si on a D1, on peut s'arranger à obtenir le petit i ou le petit 2i. De même, quand on a D2, on peut s'arranger à l'obtenir. On va continuer maintenant avec la notion d'opération de fermeture. En anglais, ça veut dire closure operator. Et on a aussi la notion duale qui est appelée opération d'intérieur ou bien opération d'ouverture qu'on appelle souvent en français, en anglais, interior operator. Qu'entend-on par opération de fermeture? Une opération de fermeture suscite une application C d'un ensemble ordonné vers un ensemble ordonné qui vérifie certaines propriétés. La première propriété, c'est isotone. Isotone ici veut dire croissant. Ça, c'est l'isotonie. On dit la deuxième propriété que c'est extensif. C'est-à-dire quoi? X inférieur à Y entraîne C de X. X inférieur à Y entraîne X. Non, la première propriété est l'isotonie. L'extension, ça veut dire donc que X est plus petit que C de X. L'extension est la dernière propriété. C'est l'idempotence. C de X égale à C de X. Ça, c'est l'idempotence. Donc,
Une application d'un ensemble partiellement ordonné P vers un ensemble partiellement ordonné P vérifie la propriété d'isotonie, la propriété d'extension, la propriété d'idempotence est une opération de fermeture. Et pour la définition de opération d'ouverture, il suffit seulement de remplacer la propriété d'extension par une propriété duale, c'est-à-dire au lieu d'avoir x est plus petit que c de x, cette fois-ci on aura plutôt c de x, la propriété, on va remplacer plutôt c de x inférieur à x. Donc, ça, c'est opération de fermeture. Quand on bat ça, on remplace par ceci, on a l'opération d'ouverture. Et un sous-ensemble sera dit fermé si et seulement si l'ensemble de tous ces éléments sont fermés. C'est-à-dire, quand on prend x appartenant à P, C de x égale à x. Nous allons continuer par une définition assez importante qui est la notion d'une algèbre de boules. Qu'entend-on par algèbre de boules? Ici, une algèbre de boules sera quoi? C'est juste un ensemble B. Ça, c'est la négation 0, 1. Tel que on vient de le voir, est un treillis distributif et complémenté. C'est tout. Et à chaque élément, donc, il faut que le treillis soit borné et que le treillis soit complémenté. Quand on a ça, on a la définition d'une algèbre de boules. On a aussi la notion de morphisme de treillis qui s'inscrit dans le cas général des morphismes. La définition est là. On aura un morphisme de treillis si et seulement si le F conserve les opérations, c'est-à-dire f de x et y donne f de x et f de y. Et lorsque, on peut l'écrire, on peut prendre L, 0L, 1L, ça c'est f qui va vers L'. Voilà, une application qui va de cet ensemble vers l'autre sera un morphisme de treillis si f de x et y se donne f de x. De même, lorsqu'on a ça, on dit qu'on a un morphisme de treillis. Lorsque le F est bijectif, on a un isomorphisme. Lorsque l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée, on a la notion d'endomorphisme. On a la notion d'épimorphisme. Lorsque F est surjectif, la notion monomorphisme. Lorsque F est injectif et lorsque c'est un isomorphisme, c'est un endomorphisme bijectif, on parle de automorphisme. Ça enrichit juste notre vocabulaire. Donc, on a la notion de homomorphisme, la notion de endomorphisme, la notion de
monomorphisme. Ici, on peut parler aussi d'injection. Isomorphisme. Ici, on parle aussi de surjection. Oui. Et la notion de bijection. Non. Et la surjection, c'est épimorphisme. Je m'excuse. Et isomorphisme, c'est injectif et surjectif, ou bien mono et épi. Et enfin, automorphisme. Automorphisme, c'est juste un endomorphisme bijectif. Voilà les trois choses qui enrichissent notre vocabulaire. Après donc avoir défini ces différentes notions, on va aller attaquer la notion d'idéal et de filtre. Retenons que cette notion d'idéal et de filtre, ce sera très important dans la suite de notre cours, puisque c'est cette notion qu'on va manipuler au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et partout. Ici, je vais commencer par l'appeler L idéal. L idéal ici veut faire référence à l'idéal d'un treillis. Et la définition est là. Un idéal d'un treillis, c'est un sous-ensemble I vérifiant pour tout x, y, x est fermé sur le sub et x est down close. Ça, c'est la chose à retenir. On peut, si on veut, avoir une autre définition où on dit toujours que 0 appartient à I, x, y appartient à I, entraîne que x ou y appartient à I, et c'est fermé down close, x inférieur à y appartient à I, entraîne x appartient à I. Je vais faire remarquer seulement que si on commence par un ensemble non vide, on n'a pas besoin de préciser que 0 appartient à I. Pourquoi? Supposons que L est non vide. Il existe x0 appartenant à L. On a 0 est plus petit que x0 car car 0 est le plus petit élément. Et comme 0 est le plus petit élément, en appliquant cette propriété de borné de down close, on obtient facilement 0 appartient à I. C'est tout. On a la définition de l'idéal propre. L'idéal est propre lorsqu'il est différent de l'ensemble, elle est tout entier. Et on a aussi la notion de l'idéal premier. Ça, c'est des choses à retenir. I est premier. C'est seulement si, pour tout x, y appartenant à L, x et y appartient à I, entraîne x appartient à I, ou y appartient à I. Ça, c'est la définition de l'idéal premier. Or, il est clair ici que, contrairement à ce qu'on va voir dans les chapitres qui vont suivre, que la notion d'idéal et de filtre viennent en paire. Donc, ce qu'on a pour la notion d'idéal, on va aussi obtenir ça pour la notion de filtre. Et ici, on parle aussi de L filtre. Je vais écrire tout ça de façon similaire. On a 1 appartient à F, x, y appartient à F, entraîne que x et y appartient à F, et x inférieur à y, x appartient à F, entraîne y appartient à F. Voilà. Si on prend F, un sous-ensemble de L, voilà la définition de L filtre. Le petit commentaire que je peux donner, c'est que
ces deux définitions similaires en termes de dualité. On a là 0 qui appartient à I, qui se transforme en 1 appartient à F. On a fermé sur le sup, qui se transforme en fermé sur le inf. On a down close, on a opaque close. Voilà. Donc, c'est deux définitions duales. On peut aller de l'idéal au filtre, qu'on peut aller des filtres à l'idéal. Mais remarquons que ce résultat n'est valable que dans les treillis pour le moment. Et on a aussi également la notion de filtre premier. Ça, c'est l'idéal premier. F est premier. Question de bon sens. On change seulement ça. Voilà la notion de l'idéal premier. Et comme on a dit, dans un treillis, la notion de filtre et idéal viennent de pair en pair. Et le dernier résultat, qui est un résultat très important, c'est la notion de filtre premier. On peut aussi l'appeler la notion de l'idéal premier. Ça veut dire quoi? Si on part d'un filtre, on prend I, un idéal qui ne rencontre pas le filtre, alors on peut trouver un idéal premier qui contient l'idéal et qui ne rencontre pas le filtre. Ça, c'est la version inverse de ce qui est écrit. Ou bien on commence par un filtre, on prend un idéal qui ne rencontre pas le filtre, on va trouver un filtre premier tel que F est dans le filtre premier et le filtre premier ne rencontre pas. Et le filtre premier ne rencontre pas L. Avec ça, nous achevons le premier chapitre de notre cours. Et comme référence, voilà les deux documents que nous avons utilisés. Avant de continuer au chapitre 2, nous pouvons nous permettre de prendre une petite pause. Nous passons directement au chapitre 2 de notre cours qui porte sur les treillis résidués. Nous allons abréger RL, qui signifie seulement résidu de lattice. La notion de résiduation est une notion très importante dans la structure algébrique que nous allons introduire, et elle aussi a beaucoup de conséquences et des applications dans d'autres disciplines. En réalité, il faut comprendre par treillis résidué juste un treillis enrichi, c'est-à-dire un treillis comme ça. On va mettre une opération binaire qu'on va appeler la multiplication, une implication et un 0 et un 1. Vérifiant les propriétés suivantes. Treillis borné, ça c'est l'objet du chapitre 1. 2. Un monoïde commutatif. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et 3. Le point et la fin forment une paire adjointe. Voilà. Voilà ce qu'on entend par treillis résidué. La définition est là. Voilà. Ça, c'est RL1, RL2, RL3. Il faut retenir la chose suivante. Si le monoïde n'est pas commutatif, la notion de treillis résidué reste, mais cette fois-ci, on a un treillis résidué non commutatif. Il y a aussi une situation où l'élément neutre du monoïde et le plus grand élément du treillis ne coïncident pas.
Dans ce cas, on dira qu'on a un treillis résidué non commutatif et non intégral. Le vocabulaire restera le même, sauf que quand vous n'avez pas la commutativité, les calculs sont un peu plus difficiles. Si l'élément neutre ne coïncide pas avec le 1, vous aurez à acheminer dans les démonstrations le 1 et l'élément neutre du monoïde qui vont rendre les choses un peu plus complexes. C'est tout. Mais pour des débutants, on va prendre le cas le plus simple. Pour nous, un treillis résidué sera toujours commutatif où l'élément neutre du monoïde coïncide toujours avec le plus grand élément. Nous avons cette définition de treillis résidué. Et quand on a une définition, la première des choses, c'est à nous donner des exemples. Le premier exemple, on revient toujours là-dessus, c'est l'ensemble des idiots d'un anneau, ici commutatif et unitaire. Et nous avons bien vu au premier chapitre que l'ensemble des idiots d'un anneau est un treillis où le sup, c'est l'intersection des treillis. Non, le sup, c'est le treillis engendré par la réunion. Le inf, c'est l'intersection des treillis. Et maintenant, il faut définir ce qu'on entend par la multiplication, qui est définie là, sur l'écran, et la flèche qui est définie. Voilà l'exemple le plus important des treillis résidués. On va l'utiliser au fur et à mesure et chaque fois, si nécessaire, au long de ce cours. On voit qu'une algèbre de Boole est également un treillis résidué où le point et le inf coïncident, la négation et la flèche est donnée par x flèche y, ni rien d'autre que la négation, non x ou y. Ça, c'est pour les algèbres de Boole, dont les algèbres de Boole, longuement étudiées en algèbre, s'inscrivent aussi dans la logique d'un treillis résidué. L'exemple qui suit, c'est un cas général. On entend par T, quand on entend par T norme, une T norme, c'est juste une application de l'intervalle 0,1, croix 0,1 vers 0,1 qui vérifie l'associativité, la commutativité croissante et 1 est l'élément neutre. Quand on a une T norme, comme ça, quand on dit continu, ça veut dire que c'est l'application continue. Quand on a une T norme, on lui associe une flèche, j'appelle ça T, qui est donnée par la formule suivante. X flèche Y par rapport à T est donnée par max. La formule est sur le truc, max de Z appartenant à 0,1. Max de Z appartenant à 0,1 tel que T de XZ inférieur à Y. Cette formule nous permet de calculer une T norme, la résiduation qu'on associe à chaque T norme. On a 3 T normes bien connues, où T de XY est égal à X point Y. Ça, c'est le produit dans l'intervalle 0,1. T de XY est égal à le min de X et Y. Ça, c'est dans l'intervalle 0,1. Et T de XY, ça, c'est la T norme des adeptes ou bien la T norme de Lukasiewicz. La T norme de Lukasiewicz. Et on démontre que à cette T norme, on va associer son implication qui va nous donner un treillis résidué qu'on a appelé ici la T norme produit. Et ici, on va obtenir la T norme des adeptes ou bien la T norme min. On va obtenir aussi un treillis résidué avec la T norme de Lukasiewicz. On va obtenir
l'algèbre de Lukasiewicz ou encore une MV algèbre. On peut noter. Donc, et continue T-norme ici. Une T-norme continue, c'est juste une application de l'intervalle 0,1 croix 0,1 dans 0,1, vérifiant les propriétés suivantes. C'est un monoïde commutatif. Et à chaque T-norme, on associe une implication donnée par la formule à l'exemple 1, ici. Et avec les 3 T-normes bien connues, la T-norme de Lukasiewicz, la T-norme de Göbel, la T-norme produit, T-norme Gödel, c'est juste le minimum là. On peut calculer avec la formule X flèche Y, on peut calculer l'implication. Avec la T-norme produit, on a l'implication et le treillis résiduel est appelé produit, une structure de gain. Ça, c'est juste les notations. C'est important d'insister un peu là-dessus. La notation, c'est important. Pour nous, le X' n'est rien d'autre que X flèche 0. On peut l'appeler aussi la négation. Et l'opérateur NC va beaucoup nous aider. N de X, c'est l'ensemble des éléments complémentés. Ça va nous aider quand on va faire la comparaison entre la notion de filtre et la notion d'idéal. Et on a ici Xn qui est égal à X. Ça, c'est N fois. Voilà ce qu'on a en termes de notation. On vérifie facilement que si X inclus dans Y, N de X inclus dans N de Y. Facile à démontrer. Nous entamons là les sous-classes des treillis résidués. Très important. Et nous allons constater qu'au chapitre 3, ces sous-classes des treillis résidués existants, nous allons créer d'autres nouvelles classes que nous avons appelées new subclass of residual lattice. On va l'appeler new parce que jusqu'à une date récente, ces sous-structures n'existaient pas. Qu'est-ce qu'on entend par treillis résidué divisible? Notre question de divisibilité est donnée par divisibilité X ça, c'est la notion de divisibilité. Donc, un treillis résidué vérifiant l'équation ci est appelé treillis résidué divisible. Avec la divisibilité, on a aussi la prélinéarité qui est l'équation X flèche Y ou Y flèche X égale à 1. Ça, c'est la prélinéarité. On a beaucoup d'autres équations. Par exemple, le treillis de Morgan. Si ça vérifie la propriété suivante, rappelez-vous que même dans une algèbre de boules, on a la loi de Morgan qui est X. Et attention, cette loi de Morgan ne marche pas toujours dans les treillis résidués, puisqu'on a une inégalité et un sens. Lorsqu'on a ceci, on dira donc que notre treillis résidué est un treillis résidué de Morgan. De même, on a une autre notion
qu'on appelle la régularité ou bien la double négation. Régularité ou bien la double négation. Ça veut dire tout simplement que x' qui n'est rien d'autre que x flèche 0 nous donne x. Donc la double négation est vérifiée. Quand on a un trier résiduel vérifiant cette double négation, on dit qu'on a un trier régulier, trier résiduel régulier. La notion de BL algèbre a été étudiée par Turunen et beaucoup d'autres auteurs. C'est juste un trier résiduel vérifiant la divisibilité et la prélinéarité. On doit se donner, faire s'entendre pour le vocabulaire. RL veut dire résidu de Lattice. MTL algèbre veut dire M veut dire monoïdal, T veut dire T-norme, L veut dire logique. C'est M monoïdal T-norme logique. Et enfin BL algèbre, des adjects, ici ça veut dire B veut dire basique et L veut dire logique. Donc BL algèbre veut dire tout simplement MV algèbre. Il y a ici aussi la notion de MV algèbre. Qu'entend-on par MV algèbre? MV algèbre, c'est seulement un trier résiduel avec la divisibilité, la prélinéarité et la double négation. Et lorsqu'on a une MV algèbre, MV veut dire many, F veut dire value. Donc MV algèbre, ça veut dire many value algèbre. On l'appelle aussi l'algèbre de Lukasiewicz. Ça a été longuement étudié et a des propriétés assez importantes et a une conséquence en logique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi soit MV algèbre ou bien la structure algébrique associée à la logique de Lukasiewicz. Ou bien on dit aussi tout simplement l'algèbre de Lukasiewicz. On a ici également la notion d'une algèbre de Elty. Ce qui est important, c'est le diagramme suivant. Voilà la relation qu'il y a entre les différentes sous-classes des triers résiduels. Et comme exercice, quand nous allons introduire les nouvelles classes au chapitre 3, le premier exercice ou bien le premier homework sera de compléter ce tableau pour avoir un tableau plus grand qui relie la relation entre les sous-structures algébriques des triers résiduels existants jusqu'à nos jours, puisque les classes qu'on va introduire au chapitre 2 seront des nouvelles classes que nous avons découvertes au fur et à mesure que nous avons fait la recherche sur ces structures algébriques, à savoir les triers résiduels, pendant au moins une dizaine d'années. Ici, là, on ne doit pas insister là-dessus, c'est comment faire les démonstrations. Ça, c'est les propriétés qui vont nous aider à faire les calculs, à démontrer tous les résultats que nous aurons dans les triers résiduels. Il faut remarquer que sur la première propriété est plus importante. On sait que quand x sera plus petit que y, alors x flèche y sera égal à 1, toujours. Ça, c'est une propriété très importante. Beaucoup des autres propriétés existent. On ne peut pas dire qu'il y a une propriété plus importante que l'autre, mais il faut se rassurer qu'à partir d'un ensemble minimal de propriétés, on peut obtenir les autres. Nous avons toujours là les propriétés. Maintenant, venons à l'opération au slash ou bien pseudo-addition. Je vais insister sur cette opération pseudo-addition parce que ça a une histoire. La pseudo-addition est définie comment? X' est égal à X au slash, non, Y est donné par X' flèche Y. Ça, nous l'avons appelé la pseudo-addition. Pourquoi pseudo-addition? Parce que cette opération-ci n'est pas commutative lorsque le trier résiduel n'est pas régulier. Je dis ceci, que cette opération de au slash a une histoire. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2013,
nous avons lu que la notion d'idéal, que nous avons bien définie dans les treillis, n'existe pas dans les treillis résidués. En particulier, dans les BL algèbres. C'est là où nous étions. Nous nous sommes posé cette question. Comme je vous ai bien dit, RL plus divisibilité plus prélinéarité égale à BL algèbre. Et enfin, BL algèbre plus régularité, c'est-à-dire double négation. Ça, c'est une MV algèbre. Quand on travaille dans les MV algèbres, la notion qui a été longuement utilisée a été la notion d'idéal. Maintenant, quand on est passé au BL algèbre, qui n'est rien d'autre qu'une MV algèbre où on a perdu la double négation, on dit donc que la notion d'idéal est perdue dans les BL algèbres. Et là, on a fait les travaux en utilisant juste la notion des filtres. Nous nous sommes posé la question suivante. La notion d'idéal qui existe bel et bien ici, comment, quand on perd cette propriété, on perd aussi cette notion d'idéal. Alors que si on traduit l'équation qui définit l'addition ici, on obtient ceci. Pourquoi on a commencé à penser à traduire l'addition? Parce que nous avons contacté un collègue de l'Université de Finlande, à l'occurrence le professeur Turinen, qui a étudié beaucoup les BL algèbres. Il nous a fait comprendre que la notion de l'idéal est perdue dans les BL algèbres juste parce qu'on perd l'addition. De même, on a lu dans la littérature que la notion d'idéal est perdue dans les BL algèbres. Nous nous sommes posé une question, que cette équation-ci, qui existe bien dans les MV algèbres, elle peut être relevée dans les BL algèbres. Sauf que cette application-ci ne sera plus commutative. Même comme ce n'est pas commutatif, ça nous a permis de définir la notion d'idéal dans les BL algèbres et d'étudier beaucoup de ses propriétés. Ça, c'est en 2013 et nous avons publié ce travail dans Fuzzy Set and System. Et nous avons titré ça MV algèbre derived from BL algèbre. Quand nous avons publié ce travail en 2013, les collaborateurs et certains auteurs se sont posé la question que mais la notion d'idéal qui existe bien dans les BL algèbres a un sens et ont fait des efforts pour améliorer l'opération-ci en transformant l'opération-ci en une addition proprement dite dans les BL algèbres. Et c'est leur addition. Ici, on n'avait pas la commutativité. Leur addition ici vérifie la commutativité et a des bonnes propriétés. C'est ainsi qu'avec ça, on a donc pu étudier la notion d'idéal dans les treillis résidués. J'ai fait seulement une petite parenthèse pour parler de l'histoire qui a eu avec cette notion de pseudo-addition. Notre pseudo-addition, pourquoi on a même appelé pseudo? Parce que dans le jargon des treillis résidués, quand quelque chose n'est pas commutatif, on appelle pseudo-BL algèbre, pseudo-MV algèbre, pseudo-addition, comme nous l'avons dit, ainsi de suite. Toutefois, comme cette pseudo-addition n'était pas commutative, ça avait des très bonnes propriétés. Premièrement, cette pseudo-addition est associative, elle est compatible avec l'ordre et beaucoup d'autres propriétés. Et avec cette définition de l'idéal, des collaborateurs ont amélioré en définissant l'addition. L'addition ici est donnée par X',
plus Y'. Voilà, ça c'est la notion de l'addition dans les treillis résidués. Et ça a permis d'étudier la notion d'idéal à la fois dans les treillis résidués et dans les autres structures algébriques. Bon, pour la notion d'homomorphisme dans les treillis résidués, ça ne change pas. On sait déjà qu'on a L. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir un morphisme de treillis. Un morphisme de treillis, ça veut dire que on suppose sans nuire à la généralité qu'on est dans le même espace. D'accord. Ça, c'est le morphisme de treillis. Pour avoir le morphisme de treillis résidué, il faut seulement travailler avec les propriétés qu'on a ajoutées. Voilà, on a aussi f de 0 égale à 0. Dans d'autres documents, on va aussi prouver que f de 1 égale à f de 1 égale à 1. Le fait que f de 0 égale à 0 nous amène à retrouver directement que f de 1 égale à 1. La démonstration, on dit que f de 1 égale à 1. Si on a f de 0 égale à 0, la démonstration n'est pas si compliquée. On part de quoi? On sait que 0 flèche 0 donne 1. Ça, c'est la propriété. On applique le f, ça nous donne f de 0 flèche 0 donne f de 1. Mais comme on a un morphisme, ça nous donne f de 0 flèche f de 0 égale à f de 1. Et ici, comme f de 0 flèche f de 0, on a toujours 1 est égal à f de 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, lorsque on a dans un treillis résidué, l'image de 1, c'est toujours 1. Pour continuer, c'est une nouvelle notion, on peut tout effacer. Pour continuer, nous allons définir ce qu'on entend par filtre d'un treillis résidué, idéal d'un treillis résidué, et il faut retenir que, contrairement dans la théorie, dans les treillis, la notion d'idéal et de filtre ne viendront pas en paire. Ici, on ne doit plus mettre la lettre L. Si on se rappelle, on a ceci, la notion de filtre. Ou bien L filtre qui est donné par F inclus dans L, F différent de l'ensemble vide si je veux, ou bien je peux ne pas préciser. Si je ne précise pas, je vais ajouter que le 1 appartient à F, 2 X, Y appartient à F, c'est fermé sur le F, et 3 X inférieur à Y, X appartient à F. Ça, c'est le filtre des treillis. Nous allons maintenant définir ce qu'on entend par filtre des treillis résidués. Je vais l'appeler simplement filtre tout court. On prend toujours F, un sous-ensemble de L. On peut dire F différent de 0 ou pas, puisque si on dit que F est différent de 0, on peut ne plus démontrer que le 1 est dedans. Quand on prend ça, on dira que F est un filtre si et seulement si, première propriété, F est fermé sur la multiplication. Et deuxième propriété,
Voilà. La propriété 3 et la propriété 2 ici, c'est la même propriété. Et voilà ce qu'on entend par filtre d'un treillis résidué. Une autre chose qui est très importante ici et que les gens qui font la logique utilisent beaucoup, c'est la notion de système déductif. On va expliquer après, on va prendre les notes. Système déductif, c'est quoi? Ça veut dire que D inclus dans L, D, système déductif, si et seulement si la première propriété, c'est 1 appartient à D, 2, X, X flèche Y appartient à D, entraîne Y appartient à D. Pour ceux qui font de la logique, la deuxième propriété ici n'est rien d'autre que le modus ponens. C'est-à-dire quoi? X, X flèche Y entraîne Y. Ça, c'est le modus ponens. C'est pour ça que ceux qui font la logique vont utiliser la notion de système déductif. Ceux qui font purement de l'algèbre vont utiliser la notion de filtre. Ce qui est clair, et on va le démontrer, c'est que dans un treillis résidué, filtre et système déductif coïncident. Donc, les deux notions sont équivalentes. Nous pouvons prendre le note parce que cette notion de filtre et système déductif est très importante. Il est aussi facile de voir que la relation qui a un filtre de treillis et la notion qui a un filtre de treillis résidué. Un implique l'autre, mais la réciproque n'est pas vraie. Nous pouvons prendre les notes. La définition 4 nous donne la notion d'un filtre dans un treillis résidué. Un sous-ensemble F d'un treillis résidué sera appelé filtre s'il est fermé sur le point et opaclose, borné supérieurement. Et l'ensemble des filtres d'un treillis est noté ainsi. Nous avons en définition 5 le concept de système déductif qui est un sous-ensemble contenant 1 et fermé sur le modus ponens, ou bien c'est-à-dire X appartient, X flèche Y et X appartient, alors Y appartient. Le premier exercice, c'est de montrer que dans un treillis résidué, la notion de filtre et de système déductif coïncident. Ça, c'est un résultat important. Donc, quand on a la notion d'un système déductif et la notion d'un filtre, les deux notions coïncident dans un treillis résidué. Quand on va parler des treillis résidués, quand on utilise le mot système déductif, quand on utilise le mot filtre, DADSM. La démonstration est là. On peut s'amuser à écrire cette démonstration. C'est pas si compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On doit démontrer que le système déductif entraîne. On fait la chose suivante. On suppose que F est un système déductif. Et montrons que F est un filtre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que le 1 est là-dedans. Bon, quand on a un système déductif, c'est clair que le 1 est là-dedans. Il n'y a rien à démontrer à ce niveau. F est un système déductif et montrons que c'est un filtre. Donc, si on doit prendre la démonstration qui est les notes, dans les notes, on ne doit pas jeter, on doit faire le travail inverse first. Dans les notes, on a commencé par
assumer que F est un filtre. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Supposons que F est un filtre. Et montrons que F est un système déductif. Voilà. La première des choses, c'est de montrer que F est dedans, que 1 est dedans. Bon, si on a supposé que 1 est dedans, ça va. Si on ne l'a pas supposé, on a pris donc que F est un ensemble non vide. Bon, comme F est non vide, il existe X0 appartenant à F. Mais X0 inférieur ou égal à 1, car 1 est le plus grand élément. Et comme on a un filtre, X0, comme on a un filtre, 1, comme F filtre, le 1 appartient donc à F. Ça, c'est démontré. On a démontré cette première propriété, il faut démontrer la deuxième. C'est-à-dire quoi? On a X flèche Y appartenant à F. Montrons que Y appartient à F. Ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Et la stratégie, c'est qu'on utilise seulement les propriétés. X flèche Y appartient à F. Comme c'est un filtre, on utilise la propriété ici. On obtient X en appliquant seulement la propriété des filtres. Là, nous avons le produit qui est dans F et on utilise la propriété suivante. On utilise la propriété suivante. Et une fois qu'on a cette propriété, on n'a plus rien à démontrer, puisque ici est dans F. Comme c'est upper close, on déduit que le Y est dans F. Et nous avons le résultat. La démonstration inverse n'est pas aussi compliquée. C'est là. Et on utilise, si on veut continuer, on a l'inverse. On suppose maintenant que F est un système déductif. Montrons que F est un filtre. Voilà. La démonstration est affichée là à l'écran. La seule chose qu'on utilise, c'est les propriétés des multitreillis, non des treillis résidués, que nous avons vu au début. Et ça, c'est un résultat qui marche pour tous les structures algébriques, que ce soit les groupes, que ce soit les treillis, que ce soit les anneaux. On démontre que l'image réciproque d'un filtre est toujours un filtre, en particulier quand on est dans les groupes ou dans, on dit le noyau, c'est-à-dire l'image réciproque. Ici, ça va nous donner l'image réciproque de 1, qui est toujours un filtre. Ça, c'est un résultat important. On dit ceci, que ici, ça va, on n'en a plus besoin. Ça, c'est un résultat qui passe partout. Si F, 2 points, est un morphisme des treillis résidués, alors l'image réciproque d'un filtre est un filtre.
En particulier, ici on va parler toujours de KRF. Si on veut, on le note simplement un filtre. Pourquoi? Parce que 1 est un filtre et f-1 de 1 c'est l'image réciproque d'un filtre. Je ne crois pas qu'il faut qu'on insiste aussi là-dessus. On a la notion de l'image directe. L'image directe d'un filtre n'est pas toujours un filtre. On va essayer de regarder sous forme d'exercice. La condition pour qu'on ait un filtre, souvent il faut ajouter le fait que f est surjectif. Donc, homework, essayons de voir si l'image directe d'un filtre est un filtre. Et sinon, on ajoute la condition on ajoute le fait que f est surjectif et on devrait arriver à faire la démonstration. Nous abordons maintenant deux notions assez importantes. La notion de filtre premier et filtre maximal. Bon, un filtre sera dit premier. La définition est là. Voilà la définition. Nous avons là la définition des filtres premiers. Et l'ensemble des filtres premiers forme un ensemble qu'on appelle le spectre. Bon, on est obligé de tout écrire. Ici, on a la notion de type de filtre. Par exemple, F est premier. C'est seulement si pour tout x, y appartenant à F, L, voilà la notion des filtres premiers. En fait, dans le cas des treillis résidués, si le treillis résidué n'est pas une MTL algèbre, on aura la notion des filtres premiers. Filtre de premier de deuxième type, filtre premier de troisième type. On reviendra là-dessus. Et là, on a la notion de filtre n-fold. C'est toute une théorie. Par exemple, quand n est égal à 1, on ne va pas parler de filtres n-fold, on va parler seulement des filtres, par exemple, si c'est implicatif, je veux dire quoi? 1 implicatif est simplement implicatif. 2 n-fold, 2-fold implicatif. Et plus généralement, n-fold implicatif. Je suis en train seulement d'essayer de dire ceci. Quand n sera égal à 1, on ne parlera pas de fold. Donc, dans ce document, nous avons donné la définition des filtres n-fold booléen. N-fold booléen, c'est-à-dire que f est n-fold booléen. Si et seulement si, pour tout x, y
appartenant à L, il existe n supérieur ou égal à 1, tel que n, ici c'est un entier naturel, tel que x ou x' puissance n égale à 1. Non, x, ça appartient à f, pardon. C'est la même chose que x puissance n'. Lorsque n égale à 1, on a x ou x' égale appartient à f. Ici, pour n égale à 1, on va parler seulement de filtre booléen. On a aussi la notion de filtre n-fold indicatif, la notion de filtre n-fold obstinate. Nous avons fait toute une théorie sur cette notion, sur les types de filtres qu'on a appelé folding theory in residuated lattice. C'est la théorie de pliage. Nous l'avons fait d'abord avec les filtres, après nous l'avons fait aussi avec les idiots. On l'a fait aussi avec le flou, on a fait aussi avec les filtres flous ou bien les idiots flous. Nous n'allons pas insister là-dessus. Nous mentionnons seulement que la théorie du pliage a été bel et bien étudiée dans le contexte des tri résidus. Nous avons aussi la notion de filtre engendré par un sous-ensemble. La définition ne change rien. C'est le plus petit filtre contenant le sous-ensemble. C'est l'intersection de tous les filtres contenant le sous-ensemble. Ça, c'est bel et bien connu. La proposition 9 ici nous donne une description de la notion de filtre engendré par un sous-ensemble. C'est le cas, même procédure que pour les anneaux, même procédure que pour les groupes. Et on montre que l'ensemble des filtres munis de l'intersection des filtres, munis de l'union des filtres engendrés par la réunion, est aussi un treillis. Et nous avons aussi la notion d'annihilateur, de co-annihilateur, qui est traitée avec la notion de filtre. Et on montre que l'ensemble des co-annihilateurs munis des sub et du inf défini, bien défini, est une algèbre de Boole complète. Tout à l'heure, j'ai parlé de la notion d'idéal. Je reviens là-dessus. J'ai fait tout l'histoire qu'il y a autour de cette notion d'idéal. Et nous allons voir que même avec l'opération au slash, qui n'était pas commutatif, nous on a pu étudier la notion d'idéal dans les treillis, dans les BL algebra d'abord, qui peut se transformer et s'étendre de façon naturelle dans les treillis résidués. On a donc la notion d'idéal, I inclus dans L, I différent de l'ensemble vide, un idéal, c'est seulement si, première propriété, c'est tout. Voilà donc ce qu'on entend par la notion d'idéal. On l'a bien défini avec le O slash. Et plus tard, avec la nouvelle addition, ça ne changera rien. On peut aussi caractériser l'idéal par la nouvelle addition. Et la deuxième propriété reste. On démontre
que la notion d'idéal définie par la pseudo-addition ou bien définie par l'addition, que les deux définitions coïncident et sont bien des définitions équivalentes. On peut se sentir libre à travailler lorsqu'on fait les idiots, à utiliser le haut/slash ou bien à utiliser l'addition. La seule chose, c'est qu'il faut noter que l'addition se comporte très bien, alors que celui-ci a des petites pathologies. Mais quand on veut étudier seulement la notion d'idéal, on s'en sort sans souci. C'est pour ça que la proposition 13 donne une caractérisation des idiots avec les autres opérations, même avec la flèche, l'addition, pseudo-addition, et nous avons cette propriété. De même, nous avons vu les types des idiots. On a les idiots premiers, je l'ai mentionné tout à l'heure, les idiots de premier type, les premiers de second type, et la relation qu'il y a entre les différents types. Nous acheminons vers la notion du théorème de l'idéal premier. Le premier chapitre, nous avons vu la notion de l'idéal premier dans les treillis. Cette notion de l'idéal premier, on retrouve aussi cette notion de l'idéal premier dans les multitreillis, dans les treillis résidués. Et la preuve et l'énoncé sont presque similaires. Et là, voilà, nous allons insister sur la relation entre, on a vu que idéal et filtre ne viennent pas en paire. C'est-à-dire, si on a un idéal et un filtre, les deux ne sont pas deux notions duales. Mais ce qu'on a, c'est que notre opérateur N nous permet de faire le lien. C'est-à-dire quoi? I idéal entraîne N de I filtre. Et F filtre entraîne N de I idéal. Rappelons que N d'un ensemble X, c'est l'ensemble X', X appartenant à grand X. Voilà. Ainsi, on n'a pas de soucis. Certains résultats qui existent dans les treillis résidués avec la notion de filtre, avec l'opérateur ainsi, on peut les reconstruire. Ce ne sont pas tous les résultats, mais une partie peut être reconstruite à partir de cet opérateur N. Et les propriétés, le théorème 20 que nous avons là, à l'écran, nous donne toutes les propriétés. Le théorème 20 nous donne toutes les propriétés de l'opérateur N. J'insiste là. Voilà. Et la suite, c'est la notion de congruence. Et je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Et on va continuer demain avec la notion de congruence. Bon, s'il y a des questions, on peut regarder. Et s'il n'y a pas de questions, on va continuer demain avec la notion de congruence. L'avant-goût, c'est quoi? Une congruence, c'est juste une relation d'équivalence. On a un ensemble L muni d'une loi interne et une relation d'équivalence R. On dira que R est compatible avec étoile si et seulement si pour tout A, B, C, D appartenant à L, A en relation avec B, C en relation avec D, le tout entraîne que A étoile C en relation avec B étoile D. Ça, on dit qu'une relation est compatible avec la loi. Et dans notre cas, on a
la relation qu'on va donner, on aura les opérations, le sub, le inf, le multiplication. Quand ce sera compatible avec toute cette relation, on dira qu'on aura une relation de congruence dans les treillis résidués. Donc, en général, pour demain, retenons juste qu'une relation de congruence, c'est juste une relation d'équivalence compatible avec les opérations de la structure. Et là, demain, on va développer cette partie.